Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo analyse concernant le Real Madrid de Xabi Alonso. On a eu droit à plusieurs matchs lors de la Coupe du Monde des clubs et on peut déjà se faire une idée de ce que veut mettre en place le coach espagnol. C'est intéressant parce qu'ici le but n'est pas de se projeter sur des résultats mais surtout sur le plan de jeu initial. On va commencer par le premier point qui est le plus évident selon moi, c'est l'obsession de Xabi Alonso de vouloir constamment jouer vers l'intérieur, toucher les joueurs axiaux. En soi, on sait qu'il met en place une défense à 3, on sait qu'il y a des pistons et des latéraux qui vont donc écarter le bloc adverse, mais c'est leur but principal, c'est leur objectif. Eux, ils veulent simplement écarter le bloc adverse, mais surtout, l'idée est de pouvoir toucher les joueurs qui se trouvent dans l'axe du terrain. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On voit beaucoup de mouvements répétitifs où les centraux vont tout de suite chercher les milieux de terrain ou même les attaquants si possible, où les latéraux aussi vont essayer de trouver en profondeur les attaquants si possible. C'est des schémas de passe qui se répètent continuellement. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ça responsabilise des joueurs de haut niveau, comme Vinicius qui pour l'instant n'est pas revenu à son top niveau, qui n'est pas en train de réaliser une grande compétition, un grand mondial, mais là n'est pas le problème. Il faut se projeter sur toute la saison prochaine et on sait très bien que Vinicius peut rapidement récupérer sa confiance et à ce moment-là devenir très dangereux. Ici, le truc qui est intéressant, c'est qu'il joue majoritairement dans le demi-espace gauche où il est très axial, où lorsqu'il fera un dribble ou une différence individuelle, il pourra rapidement amener à une occasion de but pour son équipe. On sait qu'il en est très largement capable de pouvoir le faire, donc ça devient très intéressant. Lorsqu'il est écarté le long de la ligne, ça devient un petit peu dérangeant quelquefois parce qu'on se dit qu'il doit dribbler 2, 3 ou 4 joueurs pour pouvoir amener une occasion de but. Alors que là, c'est totalement différent. Pour se le permettre, il faut des joueurs forts sur les côtés, il faut des latéraux qui peuvent animer les couloirs. On voit que Fran Garcia s'en sort plutôt bien. Je trouve que ce n'est pas non plus un joueur de top niveau et je pense que Carreras, encore une fois, s'il peut venir, fera tout de même beaucoup de bien, mais ça reste un joueur qui peut animer beaucoup le couloir. Du côté droit, Trent aussi a une grosse activité. Après, lui, il a un rôle différent, où souvent, il va quand même rentrer vers l'intérieur lui aussi, et ce n'est pas toujours lui qui va s'occuper du couloir. Mais en tout cas, ça reste un joueur aussi qui est très fort, évidemment, qui a une grosse qualité de passe. On l'a vu déjà donner 2 assists avec le Real Madrid lors du mondial des clubs, donc encore une fois, c'est très important. Mais j'ai parlé de Vinicius qui a été responsabilisé, on peut aussi parler de Jude Bellingham. Évidemment, dans ce rôle de numéro 10, il a alterné entre numéro 10 et numéro 8, relayeur ou joueur plus avancé sur le terrain. Avec Arda Güler, ils ont beaucoup permuté et c'est ce que je disais. Le Real Madrid de Xabi Alonso est une équipe qui va beaucoup apporter du mouvement, dans tous les sens du terme. Des mouvements dans la prise de profondeur, mais surtout dans les permutations entre le positionnement des joueurs. Lorsque deux joueurs ont des qualités assez similaires ou peuvent apporter dans 2 registres différents, ils vont simplement permuter pour pouvoir apporter en fonction des circonstances du match. Que désormais Jude Bellingham a un rôle très important dans les phases offensives, mais on voit qu'il n'est pas toujours cantonné à un rôle où il démarre très haut les actions. Non, des fois il est beaucoup plus bas sur le terrain, des fois il va être trop en profondeur. Il a vraiment cette liberté qui pourrait lui faire beaucoup de bien. Et je pense que c'est comme ça qu'on va trouver la meilleure version de Jude Bellingham. Donc je crois beaucoup en l'association entre Xabi Alonso et Jude Bellingham. Maintenant, si on en revient à ce jeu très axial, où on voit que les ailiers sont très intérieurs, très proches du numéro 9, ou en tout cas on peut dire surtout qu'il y a un ailier gauche et on va dire un numéro 10 qui se déporte dans le demi-espace droit. On voit que les milieux de terrain aussi se projettent de manière très axiale avec des courses droites dans les demi-espaces encore une fois. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça favorise un joueur en priorité, c'est le numéro 9 de l'équipe. Actuellement, c'est Gonzalo Garcia. C'est un joueur qui réussit très très bien, qui marque énormément de buts et qui fait beaucoup parler de lui. Je pense que c'est un joueur déjà qui a une forte personnalité, qui a beaucoup de qualité, qui a un sens du but, ok, mais je pense qu'il est surtout favorisé par le système de Xabi Alonso. En soi, je pense que c'est difficile de trouver un système qui avantage et favorise mieux un numéro 9 que celui de Xabi Alonso. Parce que quand on regarde, c'est un joueur qui est très bien entouré. Un joueur qui n'a pas nécessairement besoin de décrocher ou de dézonner parce qu'il y a beaucoup de monde autour de lui, beaucoup de joueurs, beaucoup d'options.
C'est-à-dire qu'au final, dès qu'il touche le ballon, il peut rapidement avoir un relais à ses côtés. Dès qu'il va attaquer et prendre l'espace, il y a beaucoup de passeurs pour lui donner le ballon. Et puis en soi, les Pistons aussi lui offrent des possibilités de centre continuellement dans le match. Donc c'est un attaquant de surface et il sera servi par ses coéquipiers. C'est un attaquant de profondeur et il sera servi aussi par ses coéquipiers. Et lorsqu'il aura le ballon, il sera facilité par le nombre de joueurs qui seront à ses côtés très proches de lui. Tout ça fait qu'au final, la vie est facilitée. Après, je ne veux pas du tout dénigrer le joueur, hein. Il est vraiment très talentueux et on voit que ce qu'il fait, c'est très fort. Le nombre de buts qu'il met, sa présence dans la surface, c'est impressionnant et ça nous fait dire qu'on a envie de voir quel sera son rôle lors de la saison prochaine. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Mais je pense que la plus grande réussite dans cette histoire, c'est l'association entre le système de Xabi Alonso et les qualités intrinsèques du joueur. Ça colle parfaitement. Et on voit que désormais, les deux s'entendent très bien. Alors il faudra faire attention. Est-ce qu'il va continuer à avoir un rôle important lors de la saison prochaine ou non? Est-ce que Kylian Mbappé aussi pourra apporter la même chose? Pour moi, la réponse est non. Mbappé a un style différent, a un profil différent. Et je pense qu'il sera meilleur dans le demi-espace gauche, dans le rôle actuel de Vinicius, plutôt qu'en tant que numéro 9. Dans ce système-là, le numéro 9, comme je le dis, ne doit pas forcément dézonner ou décrocher, alors que dès que Mbappé a eu du temps de jeu, il a dézonné dans la zone plutôt de Vinicius, justement sur le côté gauche. On voit que ça peut poser problème et déséquilibrer le système de Xabi Alonso, alors qu'il est très strict. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas toujours fonctionner à moins qu'il y ait beaucoup de permutations et on va dire que Xabi Alonso doit ajuster son système pour Kylian Mbappé pour que ça fonctionne. Je ne veux pas dire par là qu'il ne peut pas être le numéro 9 de Xabi Alonso, je veux simplement dire que selon moi le rôle qui lui correspond le mieux c'est celui de Vinicius à l'heure actuelle. Maintenant, je pense qu'il peut apporter d'autres choses et qu'il pourra aussi marquer énormément de buts. Là n'est pas la question. Ça va être vraiment intéressant de suivre ce que va faire Xabi Alonso. Quel rôle aura Kylian Mbappé? C'est la grande question que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, on analyse le Real Madrid, mais sans le joueur peut-être le plus important ou l'un des plus importants, évidemment. Donc ça peut énormément changer la donne, déjà de par l'équilibre du système et puis aussi par rapport aux individualités. On le sait, le Real Madrid est l'équipe qui mise le plus sur ses individualités et donc il ne faut surtout pas le négliger. Ok, on a parlé du jeu intérieur, on a parlé des joueurs qui ont été favorisés, des latéraux et de leur importance, de Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia. Maintenant, j'aimerais parler du jeu sans ballon. Ça, c'est très important. C'est quelque chose, encore une fois, dont il faut mettre du crédit, dont il faut aussi porter de l'importance parce que si on regarde bien, aujourd'hui, Xabi Alonso veut que le Real Madrid presse, veut que son équipe soit beaucoup plus agressif à la perte du ballon, veut que son équipe défende beaucoup plus en avançant. Ça, on l'a vu, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, mais pour moi, c'est la zone rouge. Je pense que dans le jeu avec ballon, ça a très bien fonctionné, on a vu beaucoup de très bonnes choses en très peu de temps. Mais dans le jeu sans ballon, pour moi, tout de suite, il y a des limites qu'on a pu voir. Déjà, on a vu ce carton rouge obtenu par Dean Huijsen. Quand on regarde, ça a été arrivé surtout à la suite d'un pressing qui a été raté. Un pressing qui n'a pas été efficace, qui a fait que Dean Huijsen a dû rattraper cela, s'est trompé et a obtenu un carton rouge. On voit bien encore une fois ici que ce n'est pas encore très fonctionnel, mais ce n'est même pas ce qui me dérange le plus parce qu'en soi ça peut arriver à n'importe quelle équipe, ça arrive au Real Madrid, ok. Moi ce qui me dérange le plus ici c'est que Xabi Alonso alterne entre deux façons de jeu totalement différentes dans le jeu sans ballon. On voit des séquences de jeu où le Real va défendre haut sur le terrain en avançant, en voulant presser et d'autres séquences où ils vont défendre beaucoup plus bas sur le terrain avec un bloc bas en voulant exploser en contre-attaque. C'est intéressant dans un sens parce que ça fait que l'équipe est plus complète et moins prévisible, ok. Il faudra trouver le juste équilibre parce que sinon ça peut poser problème. Et pour l'instant, je ne trouve pas qu'il a été trouvé et c'est ça que je veux pointer du doigt. En soi, on l'a vu par exemple face à Al Hilal, Gonzalo Garcia a marqué un but et l'action est provenue d'une contre-attaque. Et c'est arrivé grâce au fait que le Real Madrid était très bas sur le terrain en défendant, à attirer les joueurs d'Al Hilal pour pouvoir exploser en contre. Là, ça a bien fonctionné et quelquefois, ça a été très bien. Mais d'autres fois, ça n'a pas été si fonctionnel que ça et ça a pu poser problème. Et ça, il faut le prendre en compte parce qu'on sait très bien, et c'est ce qu'on disait déjà, que c'est l'une des plus grandes questions, l'un des plus grands questionnements de Xabi Alonso au Real Madrid. Est-ce qu'il va réussir à faire en sorte que son équipe arrive à presser, mais d'une bonne manière aussi?
Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas. Je pense qu'il y a encore beaucoup de défauts dans le pressing, dans le jeu sans ballon du Real Madrid. On va voir notamment face au PSG comment ça va se passer. Au moment où je tourne la vidéo, on est lundi, on est à 2 jours du match. Et selon moi, c'est ça qui va faire qu'ils ne vont pas réussir à battre le PSG. Alors je prends des risques, je me mouille, mais je pars du principe où le PSG résiste très bien au pressing. On les a vus en souffrance face au Bayern Munich, en tout cas, qui a tout donné. Et pourtant, ils arrivaient à ressortir les ballons. Alors imaginez, face au Real Madrid, ils peuvent vraiment se faire plaisir et réussir à s'en sortir. Ce n'est pas pour dénigrer le Real Madrid encore une fois. Je pense simplement qu'ils ne sont pas encore prêts et c'est normal. Il faudra du temps à l'équipe, il faudra du temps aussi pour le nouveau coach et à ce moment-là, petit à petit, ils vont commencer à progresser. Maintenant, il faudra voir encore une fois, est-ce que des joueurs comme Vinicius et Mbappé vont se donner à fond? Est-ce qu'ils vont être différentiels dans ce secteur-là du jeu? C'est des questions très importantes auxquelles on ne sait pas répondre à l'heure actuelle. Et c'est ça le plus grand chantier de l'équipe. Et en soi, il ne faut pas le prendre à la légère parce que le jeu sans ballon est lié au jeu avec ballon. Il faut comprendre que Xabi Alonso a des ambitions dans le jeu que les précédents coachs du Real Madrid n'avaient pas. Aujourd'hui, il veut que son équipe soit dominatrice, joue haut sur le terrain et propose un football spectaculaire à ses supporters. Mais pour ce faire, ok, il faut que le jeu avec ballon, comme je disais au début de la vidéo, soit performant, avec le jeu intérieur, avec des combinaisons, des schémas de passe qui sont bien travaillés, mais il faut aussi que dans le jeu sans ballon, tu sois efficace. Déjà que tu souffres moins défensivement, parce qu'à l'heure actuelle, je trouve que le Real concède beaucoup trop d'occasions encore, et puis aussi, il faut que le pressing soit meilleur. Il faut que tu arrives à beaucoup mieux mettre la pression parce que ça va te permettre de t'installer dans le camp adverse. Tout ça, c'est des notions très très importantes et tant que ce n'est pas résolu, ça va faire qu'au final, ça ne va pas fonctionner et ça va poser problème. Et peut-être qu'au final, on se dira que Xabi Alonso était trop ambitieux pour le Real Madrid et peut-être qu'il fallait un peu moins vouloir jouer un football si spectaculaire que ça. Et c'est pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite que du côté du Real Madrid, on ait enfin une équipe vraiment qui veut proposer un football beau à regarder, agréable aussi, avec beaucoup de jeux offensifs. Et ça, il faudra voir avec le temps si ça va être le cas ou non. De toute manière, ici, j'ai donné les points positifs, les points négatifs, je donnais un petit peu ma vision par rapport à tout ça. Ce que j'aimerais dire, surtout, c'est que le Real de Xabi Alonso est très prometteur. Et je pense que ça peut très bien fonctionner avec le temps, tout comme ça peut être un crash. Je ne vois pas trop de juste milieu, je pense que c'est l'un ou l'autre, mais dans tous les cas, en très peu de temps, on a vu beaucoup de choses positives. On a vu que le jeu a été très bien compris par les joueurs du coach et on voit que tout de suite, ils arrivent à apporter de grosses modifications. En seulement quelques semaines, on ne reconnaît pratiquement plus le style de Carlo Ancelotti alors qu'il est resté pendant des années au sein du club et que les joueurs y étaient imprégnés. Donc déjà, c'est très fort et puis on verra avec le temps s'il va continuer à mettre en place une transformation dans le jeu de l'équipe. C'est largement possible, mais c'est encore tôt pour le dire. Il faut simplement être nuancé, dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et avec le temps, on va analyser et voir ce qui va se passer. Il y a les résultats, mais il y a aussi ce qui se passe sur le terrain et c'est personnellement ce qui m'intéresse le plus. Les résultats, évidemment, c'est très important, mais le jeu, en tout cas, c'est comme ça que personnellement, je prends le plus de plaisir, c'est en voyant ce qui se passe sur le terrain, en pouvant analyser tout cela. Si vous le souhaitez, je continuerai à faire des vidéos de ce style sur le Real Madrid, mais sur d'autres clubs aussi, évidemment. Likez la vidéo si vous l'avez aimé, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis sinon moi je vous dis peace.